Je suis Laurent Barbu, membre du conseil d'administration du RFE et donc je vais introduire ce webinaire et puis introduire un petit peu le sujet dans un deuxième temps. Donc ce webinaire est proposé par le groupe de travail consacré à l'appui aux associations nationales d'évaluation du RFE. Donc j'en profite pour remercier les membres de ce groupe de travail, donc Claudine Maurier, Tadei Ossa, Chiaka Dembélé et Adamou Hassanidé, qui donc ont travaillé avec moi à la préparation de ce webinaire. Alors le sujet qu'on a choisi de traiter aujourd'hui, donc comment augmenter et fidéliser ses adhérents, est un sujet qu'on a choisi en fait suite au retour qu'il y a eu via les enquêtes qui ont été menées auprès de l'ensemble des associations en 2016 et en 2018, donc, et sur lesquelles voilà, on demandait un petit peu quels étaient les besoins des différentes, quels étaient vos besoins en tant qu'association nationale d'évaluation. Donc ce sujet-là, parmi d'autres, était remonté. Et également, ce sujet aussi est ressorti des échanges qu'il y a pu avoir lors des carrefours consacrés aux associations nationales d'évaluation dans les différents FIF et notamment lors du dernier à Ouagadougou. Donc, voilà, le choix de ce sujet vient de ces différentes remontées. Alors, à noter également que la préparation de ce webinaire sur ce sujet, on s'est appuyé sur la boîte à outils de l'OICE, hein, qui donne un certain nombre d'outils d'appui aux associations nationales d'évaluation. Donc voilà, c'est un élément sur lequel on s'est appuyé aussi pour préparer ce webinaire. Alors, ce webinaire va se dérouler en plusieurs temps. On va avoir quatre interventions. D'abord, une présentation introductive que je vais faire juste après cette introduction. Et puis, trois interventions qui seront des témoignages, en fait, par des représentants de trois associations nationales d'évaluation. Donc, on aura Koïta, responsable du plaidoyer et de la communication au Rébuse. On aura Salamatou Kounché, trésorière de la Sénéval, et Michel Basset, donc présidente de la Société française d'évaluation. Ensuite, après ces quatre interventions, on aura une séance de questions-réponses qui sera modérée par Claudine Maurier, donc membre du conseil d'administration du RFE. Alors, à propos de cette séance de questions-réponses, pour son bon déroulement de cette partie, je vous remercie d'utiliser le petit icône questions-réponses qui est en bas de votre écran et qui vous permettra de poser des questions qui seront relayées ensuite par Claudine. On va passer à la présentation introductive. Voilà, alors en gros, cette présentation va traiter un petit peu trois points. La première, on va d'abord expliquer pourquoi en fait on veut traiter ce sujet de chercher, pourquoi chercher à augmenter le nombre d'adhérents, pourquoi chercher à les fidéliser. Bon, ça c'est déjà deux points importants. Et puis après, on essaiera d'examiner comment s'y prendre donc, et de voir un certain nombre de pistes pour atteindre ces deux objectifs. Alors, pourquoi chercher à augmenter le nombre d'adhérents? Alors, si on peut avancer, merci. Donc, déjà, un premier point, mais je pense que Salamatou y reviendra dans sa présentation. La question déjà du terme adhérent, hein, il peut y avoir une distinction entre adhérent et membre, hein, puisqu'il y a la question de
du paiement de la cotisation, en fait, donc en gros, on peut être membre et payer la cotisation éventuellement chaque année ou pas. Donc en gros, disons, voilà, disons que ce qu'on traite ici, c'est quand même plutôt, c'est les membres et de préférence les membres cotisants, disons, on va parler de cet enjeu de la cotisation. Alors, pourquoi chercher à augmenter le nombre d'adhérents? Parce que d'abord, la première raison, c'est que la notoriété et la capacité d'influence de votre association nationale d'évaluation est quand même fonction du nombre d'adhérents, c'est-à-dire que la force d'une association, sa reconnaissance est souvent est quand même liée au nombre d'adhérents qu'elle peut afficher, ainsi éventuellement qu'à la qualité de ses membres. Et donc, bon, voilà, sachant que en termes de plaidoyer, d'influence, qui est quand même en faveur de l'évaluation, qui est quand même un des objectifs des associations nationales, voilà, le nombre d'adhérents est un élément important. Et puis l'autre élément important de l'augmentation, lié à l'augmentation du nombre d'adhérents, bien sûr, c'est les ressources financières, puisque les adhérents donc, sont normalement aussi des cotisants, et donc les cotisations sont une ressource importante pour le fonctionnement de vos associations nationales, donc des moyens pour fonctionner. Alors, ça, c'est la question du nombre d'adhérents. Ensuite, il y a la question de la fidélisation, c'est-à-dire d'avoir des adhérents voilà, qui restent chaque année, qui renouvellent leur adhésion, etc. Alors, il faut être conscient du fait que dans toute association, le niveau d'implication des adhérents est variable. Ça s'observe partout. Donc, on a toujours des adhérents plus actifs, c'est-à-dire qu'au-delà du paiement de la cotisation, c'est des gens qui vont s'impliquer dans les projets, etc. Des adhérents plus passifs, c'est-à-dire que bon, ils vont éventuellement être membres, mais être moins impliqués dans les projets, et même des fois des adhérents opportunistes, c'est-à-dire par exemple, ils vont adhérer à l'occasion d'un colloque ou des journées de l'évaluation, mais pas forcément ensuite continuer dans la démarche. Bon, ça existe toujours. Il faut en être conscient, mais c'est quand même intéressant de chercher à finalement essayer de fidéliser le plus grand nombre possible d'adhérents, c'est-à-dire d'avoir le plus possible d'adhérents dans les premières catégories, actifs ou fidèles, etc. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que cela permet de disposer de ressources humaines, donc c'est-à-dire les gens sur lesquels on peut s'appuyer, et financières à travers les cotisations, qui sont stables dans la durée. Donc, ça veut dire que vous avez des ressources qui sont les mêmes, voire qui augmentent chaque année, ce qui est une source de sécurité pour votre association nationale, et ce qui permet donc du coup de porter des projets à moyen long terme, puisqu'on a des ressources plus stables. Voilà, donc c'est un élément important de fonctionnement de votre association nationale. Alors, maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va examiner un petit peu le comment, c'est-à-dire comment s'y prendre pour définir donc augmenter et fidéliser le nombre d'adhérents. Alors, la première chose qui peut être faite, c'est de définir une politique d'adhésion. Ensuite, il y a la question de l'offre de service, qu'on verra. Ensuite, une troisième chose importante, c'est d'assurer un bon suivi de ces adhérents. Et la quatrième piste, c'est de communiquer auprès de ces adhérents et de prospecter auprès d'institutions ciblées. Donc, on va examiner successivement ces quatre points. Alors, définir une politique d'adhésion, on y reviendra on aura un exemple avec le témoignage de Michel de la SFE. La première question, il y a un petit peu au moins deux questions à se poser. C'est déjà quelle catégorie d'adhérents on veut mettre en place. Est-ce qu'on a des adhérents individuels, des adhérents institutionnels, avec éventuellement des cotisations qui ne sont pas les mêmes, des étudiants et autres. On peut avoir donc plusieurs catégories d'adhérents qui vont avoir des tarifs d'adhésion, par exemple, qui seront pas les mêmes.
Et puis, il faut se poser la question de la politique tarifaire, sachant d'ailleurs que le choix du montant de la cotisation est normalement relève d'ailleurs, doit être voté chaque année par les associations. Alors là, on a aussi plusieurs choix. On peut choisir d'avoir une cotisation faible pour être plus attractif. Donc, a priori, voilà, si on a un montant faible, ça sera plus incitatif, ce sera plus facile pour un plus grand nombre d'adhérer. Et à l'inverse, évidemment, mais par contre, avec une cotisation faible, on aura moins de ressources et inversement, quand on peut choisir d'avoir une cotisation plus importante pour évidemment maximiser ses ressources, mais là, le risque est qu'on décourage un peu les gens d'adhérer. Donc voilà, il faut arbitrer un peu il faut trouver un équilibre entre ces deux aspects, et c'est bien ça qui consiste d'ailleurs à définir une politique d'adhésion. Alors, deuxième moyen important, c'est de définir une offre de service. Là aussi, on aura des exemples, notamment avec Koïta qui parlera de ce point-là. Euh, alors, la première question à se poser, c'est finalement, s'il y a des adhérents qui payent une cotisation, on peut se poser la question de quels sont les services qui sont un peu réservés à ces adhérents, c'est-à-dire finalement qui sont un peu là, en contrepartie un peu de l'adhésion. Alors, la première chose qui peut être faite, c'est d'avoir une participation gratuite ou un tarif préférentiel aux événements organisés par l'association, donc les journées, les colloques, etc. Ça peut être un premier type de service. Le deuxième type de service, ça peut être d'accéder à des ressources en ligne, comme des guides méthodologiques, des rapports d'évaluation, des offres d'emploi, des comptes rendus de colloques, etc. Donc, avec éventuellement un accès réservé aux adhérents. Ça peut être des bourses pour participer à des événements ou des formations. Donc voilà, un certain nombre de services, et encore une fois, on aura d'autres exemples après, mais ce qui est important, c'est de se poser la question, en fait, de se dire, bon, ben, quel service je vais réserver aux adhérents en contrepartie un peu, ou pour être attractif, en fait, vis-à-vis du paiement de la cotisation. Alors, comment faire concrètement? Parce que, alors, bien sûr, il faut réfléchir dans les instances de l'association à cette offre de service, mais la question, c'est on ne peut pas communiquer uniquement vers les adhérents, puisque le but, c'est éventuellement de trouver des nouveaux adhérents, etc. Donc, on ne peut pas seulement, entre guillemets, parler ou communiquer via les moyens de communication uniquement aux adhérents. Donc, il faut avoir un système qui permette en fait, d'avoir ces services un petit peu réservés aux adhérents. Donc, plusieurs possibilités. On peut instaurer une carte de membre, on peut mettre en place un code d'accès adhérent sur le site Internet, de manière à ce qu'il y ait certaines ressources qui soient accessibles qu'aux adhérents, par exemple, une fois qu'ils ont un code d'accès. Voilà, donc il faut aussi réfléchir à comment concrètement pouvoir mettre en œuvre cette offre de service. Alors, on continue avec la question du suivi. C'est important d'avoir un bon suivi de ces adhérents, et donc pour ça, il faut, là aussi, on aura un exemple avec Salamatou juste après, un témoignage. Donc, il faut mettre en place un outil de suivi, alors de type base de données, alors, qui permettent éventuellement de faire facilement les appels à cotisation, les relances, etc., qui permettent de suivre la fidélité des adhérents dans le temps, c'est-à-dire de voir un petit peu finalement si vos adhérents, d'année en année, ils renouvellent leurs adhésions, ou si au contraire, vous avez beaucoup de rotation et des gens qui restent une année, 2 années, puis après qui arrêtent, et d'autres qui prennent le relais. Et cet outil doit permettre aussi de faciliter la communication auprès des adhérents actuels et passés, parce que c'est bien éventuellement de relancer des adhérents passés pour éventuellement leur reproposer d'adhérer.
Alors, quelques propositions d'outils très concrètement. Alors, ça peut être, ça peut être des tableurs, hein, tout simplement, donc comme Excel ou les tableurs qu'on peut trouver via Google. Ça peut être des bases de données relationnelles, hein, type Eudonet. Et puis, il y a des plateformes hein, qui existent, qui permettent aussi de type comme Hello Asso ou Asso Connect, qui permettent des plateformes en ligne, hein, qui permettent d'avoir ce type d'outils de suivi. Alors, quatrième aspect important pour la recherche d'adhérents et leur fidélisation, c'est la communication. Donc ça, c'est vraiment important de communiquer auprès de ses adhérents. Alors, pour ça, il faut mettre en place des outils de communication. Donc, alors bien sûr, le site internet, les réseaux sociaux, une newsletter régulière, voilà, font partie de ces outils de communication. Et si possible, dans la mesure du possible, c'est bien de favoriser la communication interactive. C'est-à-dire en fait une communication qui ne va pas seulement dans le sens de l'association vers les adhérents, mais qui demande aussi aux adhérents leur avis, de participer, etc. Donc ça peut être des sondages en ligne, voilà, demander éventuellement aux adhérents d'alimenter une base de données d'évaluation, de faire remonter des informations, d'avoir un système un peu de débat en ligne, etc. Voilà, ça favorise aussi le fait que les adhérents s'impliquent, hein, ils sont plus actifs. En fait, si au-delà de la communication qu'ils reçoivent, on leur demande leur avis. Alors, l'autre chose qui peut être faite hein, pour aller chercher des nouveaux adhérents, c'est de donc chercher à prospecter en fait auprès d'institutions ciblées pour recruter en fait éventuellement de nouveaux membres. Donc on peut se poser la question de chercher à identifier en fait des institutions où on va pouvoir recruter de nouveaux membres. Donc par exemple les universités sur lesquelles il y a éventuellement des formations, par exemple, un petit peu à l'évaluation ou des grandes écoles, les agences de coopération au développement, les bailleurs de fonds, les départements ministériels, les organisations, les ONG, etc. Tous ces institutions qui peuvent être intéressées à l'évaluation et dans lesquelles on peut recruter potentiellement de nouveaux membres. Et donc, du coup, il faut, une fois qu'on a identifié ces institutions, on peut communiquer en fait vers elles et notamment communiquer sur les services qui pourraient les intéresser. Donc ça peut passer éventuellement par on peut éventuellement faire un petit sondage pour identifier en fait leurs attentes spécifiques et après, par exemple, dans une communication ciblée, on peut mettre en exergue en fait comment leur adhésion à l'association peut leur permettre de répondre à ces attentes, donc pour essayer de les recruter en répondant bien à leurs besoins. Voilà. Alors, j'en ai à peu près terminé là pour cette présentation introductive. Donc, elle va être illustrée en fait par l'expérience de trois représentants donc d'associations nationales d'évaluation, puisqu'on va avoir d'une part une présentation donc de Coita du Rébuse sur l'offre de services, donc voilà, premier élément dont j'ai parlé. Ensuite, on aura par Michel Basset, le président de la SFE, une illustration de la politique d'adhésion, donc avec des éléments notamment sur le choix des tarifs, etc. Et par Sam Atou, donc de la trésorière de la Sénéval, donc une présentation, un témoignage sur la mise en place d'un outil de suivi des adhérents. Donc voilà, chacune de ces présentations pour environ une dizaine de minutes, mais je crois qu'on est à peu près dans les temps, ce qui nous laissera après la possibilité donc d'un temps d'échange d'une bonne vingtaine de minutes. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, Coita Wasso Wenceslas.
représentant le réseau burkinabé de suivi et évaluation chargé du plaidoyer et de la communication. Donc, dans le cadre de ce webinaire, nous allons présenter l'expérience du Burkina Faso en matière d'offre de services sur la thématique qui a été présentée. En termes de présentation d'offre de services, il faut dire qu'on fait ressortir 4 éléments essentiels. La formation, les plateformes d'échange et de partage, les opportunités d'interaction avec la communauté globale et l'insertion socio-professionnelle. Lorsqu'on met l'accent sur les questions de formation, il s'agit ici pour l'adhérent ou les personnes qui participent aux activités du réseau burkinabé de suivi et évaluation d'avoir une formation gratuite sur des thématiques spécifiques. Et donc, ces thématiques spécifiques peuvent faire allusion aux questions d'évaluation des objectifs de développement durable, aux questions même de la prise en compte du genre dans les questions d'évaluation ou bien d'équité. Aussi, les questions de formation de pointe à coût réduit. Donc, on essaie de voir dans quelle mesure on peut permettre aux adhérents de renforcer leurs capacités en subventionnant un certain nombre de formations. Aussi, au niveau international, nous avons des activités, des formations, des programmes. Et à ce niveau, on peut prendre à titre d'exemple le PIFED, auquel il y a un appui qui est fait à travers la coopération avec les différents partenaires et autres pour permettre à l'ensemble des participants ou aux personnes qui ont postulé pour ce programme d'y participer. Et comme pour cette activité, on passe l'information aux différents membres pour des questions de webinaires et autres formations en ligne qui permet aux adhérents de prendre connaissance de tout ce qui est fait dans le domaine de l'évaluation au niveau national et international. Pour ce qui concerne les questions d'opportunités d'interaction avec la communauté globale, nous avons des rencontres au niveau national et ces rencontres-là permettent cette capacité d'échanger avec un certain nombre de personnes qui travaillent dans le domaine de l'évaluation au niveau national. Et comme événement, on peut parler des journées burkinabé de l'évaluation et aussi les journées des évaluateurs émergents. Au niveau international, nous avons les activités qui sont organisées par la FREA et tout dernièrement, en novembre 2019, le Forum international francophone de l'évaluation. Il y a aussi un certain nombre d'informations qui sont diffusées par nos partenaires, comme l'UNICEF, le PNUD et j'en passe. Et ces partenaires-là, nous avons ces informations, que nous partageons ces informations avec les membres. Il y a aussi les opportunités de participer à des expériences, des activités au niveau international avec d'autres associations et autres. Il existe aussi des plateformes d'échange et de partage. Et donc, on intègre ces acteurs-là dans ces plateformes d'échange. Nous avons, en termes de plateformes, on peut parler des questions de réseaux sociaux où on fait intervenir un certain nombre d'informations à ce niveau. Nous avons une plateforme de WhatsApp qui est réservée aux membres du Rebus. Nous avons aussi une page Facebook, mais avec la page Facebook, on partage l'information à tout le monde. Mais les informations qui sont véritablement adressées à l'ensemble des adhérents sont faites à travers le mail et à travers aussi la plateforme WhatsApp. Et nous présentons aussi un certain nombre d'éléments sur le site web du réseau burkinabé de suivi et évaluation. Nous avons aussi des activités de partage, d'échange et d'expériences qu'on a dénommées les cafés d'évaluation, qui permettent aux adhérents d'avoir un certain nombre d'informations et d'échanger sur des thématiques émergentes et aussi d'échanger avec des personnalités de haut niveau. Et souvent, nous tirons opportunité des personnalités de haut standing qui viennent au Burkina dans leurs activités
et qui peuvent nous aider dans les questions d'évaluation et autres. Et il y a la possibilité d'interaction aussi avec les personnes ressources du Rebus. En ce qui concerne les sessions socio-professionnelles, il y a la diffusion des offres d'emploi qui est faite et aussi les questions de mentorat. Donc, on a mis en place un dispositif de telle sorte qu'on puisse, à travers les personnes ressources là, accompagner les adhérents ou les évaluateurs émergents dans leur processus d'aboutir à la professionnalisation en termes de l'évaluation. Et aussi un élément, c'est le placement pour les questions de stage et aussi pour les emplois. Si le Rebus est contacté directement, on le fait aussi. Donc, en dehors de ces offres de services qui permettent de fidéliser un tant soit peu les adhérents au niveau du Rebus, il faut dire que dans notre stratégie, la fidélisation se joue dès en fait l'adhésion. Et donc, c'est d'arriver dans le dispositif là, de faire que ces adhérents-là sont des acteurs et des contributeurs. Donc, si nous avons des personnes qui adhèrent au Rebus et nous devons tirer profit en fait des capacités de ces personnes-là, puisque ces personnes-là ont une expertise et nous devons tirer profit de cette expertise et aussi faire de telle sorte que ces personnes aussi puissent tirer profit de nous. Donc, en fait, c'est une relation gagnant-gagnant que chaque acteur pourra tirer profit et aussi aboutir à une situation où l'adhérent devient en fait le porteur des valeurs de notre organisation. Pour fidéliser l'adhérent, il faut, comme le disait Laurent tantôt, les questions de communication sont très importantes. Et pour satisfaire en fait ces questions de communication, il faut aboutir à une évaluation de notre relation qui se présente à travers en fait les questions d'adhésion à un réseau d'évaluation. De ce fait-là, il faut une évaluation. L'évaluation peut être quantitative en faisant ressortir les questions d'enquête de satisfaction qualitative à travers des entretiens. Et donc, à travers ces deux slides qu'on vient de présenter, il faut aboutir maintenant à penser à faire le point après toutes les actions qui sont menées selon le programme d'activité ou selon le plan stratégique de notre association. Et donc, il faut essayer de voir les différentes motivations de l'adhérent, donc faire un entretien bilan pour voir si notre collaboration a été bonne ou pas du tout, et voir aussi si l'offre de service qui a été présentée a été de qualité, tirer profit de cela et voir les insuffisances pour permettre à ce que la stratégie là puisse conduire toujours à une bonne fidélisation des adhérents. Il faut connaître aussi les motivations des adhérents et mieux cibler en fait nos actions. De ce fait-là, il y a des actions de communication et aussi les aspects de satisfaction des adhérents qui sont mesurés, de telle sorte qu'on puisse aboutir à une situation où, à travers toutes nos activités que nous menons, nous devenons, les nouveaux adhérents deviennent en même temps les ambassadeurs du réseau burkinabé de suivi et évaluation dans leur tâche de promouvoir l'évaluation au Burkina Faso. Je vous remercie. Me voilà, je crois, si vous m'entendez. Tout va bien. Ben, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, très heureux de participer à ce temps d'échange sur un sujet qui est particulièrement important et toujours d'actualité, constamment d'actualité pour la SFE, comme pour un certain nombre d'entre nous, je pense, celui de nos ressources globalement et de la part des ressources qui sont liées à nos adhérents. Alors, il faut savoir que c'est quand même extrêmement important à la SFE, puisque à la SFE, 65%
des ressources qui financent nos charges sont liées aux cotisations. Donc, on a grosso modo 2/3 de notre budget qui est financé par des cotisations. Donc, c'est extrêmement important. Et alors, de manière brute, ça a tendance un peu à diminuer, mais en valeur relative, ça a tendance à augmenter. Notamment parce que nous avons de moins en moins de subventions. Je pense que la crise des finances publiques, qui ne va pas sans doute être améliorée avec la Covid-19, donc on avait anticipé là-dessus depuis bien longtemps, mais ça s'accélère. Donc effectivement, avoir une politique vis-à-vis des adhérents futurs et des adhérents existants est capital pour la vie et voire la survie d'une association comme la nôtre. Voilà. Alors donc cette question on a à la SFE cette question des adhésions, on la traite de deux manières différentes. On a d'abord des adhésions individuelles, voilà, qui sont effectivement en nombre les plus importantes, mais on va le voir en termes d'impact financier très marginal. Et puis des adhésions institutionnelles de toute nature, des services de l'État, des universités, jusqu'à des bureaux d'études et d'évaluation, en passant par la plus grosse légion, c'est les collectivités territoriales. Donc en France, pour nous, c'est le plus grand nombre d'adhérents se retrouve parmi les collectivités territoriales. On va voir après, parce que effectivement, je pense que c'est important de ne pas mettre effectivement tous ces œufs dans le même panier, notamment liés au calendrier électoral, qui fait que on peut avoir certaines années des impacts sur nos adhésions en fonction de ce calendrier électoral. Alors, pour ce qui concerne les premières, donc les adhésions individuelles, alors ça, on en a reparlé d'ailleurs au conseil d'administration de la SFE, pas plus tard qu'il y a une semaine et demie. Nous avons régulièrement baissé nos tarifs d'adhésion individuelle depuis quelques années, et la dernière fois, il y a 2 ans. Alors, pas de manière sensible, en valeur brute, c'est pas très important, mais en valeur relative, c'est important, puisque nous sommes passés de 60 € à 40 € de cotisation pour des personnes qui sont en activité professionnelle. Alors, il y a une réflexion qui existe depuis longtemps, je vous le montrerai après par quelques graphiques, sur ce qui explique l'érosion progressive des adhésions individuelles. Donc, on s'était dit il y a 2 ans, une des raisons, évidemment, c'est le prix de la cotisation. Donc, après un débat qui était pas gagné d'avance, on avait fini quand même par voter à l'unanimité la baisse du tarif des adhésions, en se disant que comme ça, on allait peut-être pouvoir gagner des adhérents. Donc, on est passé de 60 à 40 € et on s'est posé la question, effectivement, puisqu'on est des évaluateurs, évidemment, savoir quel effet ça avait eu sur les adhésions dans l'année qui a suivi, voire même presque les deux années qui a suivi, pratiquement nul. C'est-à-dire que le nombre d'adhérents n'a pas diminué, mais il est resté stable. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut imaginer que, si on avait maintenu la cotisation de 100 €, on aurait encore perdu des adhérents individuels? Rien n'est moins sûr. Je pense que, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a différentes catégories, je dirais, d'adhérents, et qui sont au final assez peu sensibles aux tarifs des adhésions. Donc, on en a reparlé au dernier CA, puisque la crise du Covid faisant, nos ressources d'activité, qui sont les deuxièmes ressources de la SFE, nos formations, nos événements, etc., sont devenues des activités qui ont effectivement une tendance à baisser depuis quelques mois en raison des événements. Donc, on s'est posé la question de savoir s'il fallait pas réaugmenter ces adhésions individuelles. On a décidé d'en rester là,
et de lancer une souscription d'adhésion de soutien pour permettre de financer un peu notre fonds de roulement qui est forcément un peu chahuté par les temps qui courent. Deuxième catégorie d'adhésion, les adhésions institutionnelles. Donc, on a grosso modo trois catégories d'adhésion institutionnelle. Alors, si on est une entreprise, moins de 20 salariés, de 20 à 100 salariés et plus de 100 salariés, et si on est une institution, une collectivité, ça dépend du nombre d'habitants. Voilà. Donc ça c'est là aussi on l'avait fait évoluer il y a 2 ans en remontant, puisqu'on baissait les tarifs de cotisation individuelle, on a remonté les tarifs de cotisation institutionnelle. Et au final aussi avec un impact, en tout cas un impact négatif nul, tant mieux, puisque au final, là aussi on a une légère érosion depuis assez longtemps au final du nombre d'adhésions institutionnelles, mais notre nombre d'adhésions institutionnelles s'est maintenu pratiquement au même niveau sur les 2 dernières années. Donc là pour le coup on a limité l'érosion, alors qu'on a augmenté les tarifs. Donc vous voyez qu'un peu l'impact tarif sur l'adhésion individuelle et sur l'adhésion institutionnelle, quand on en est à des tarifs raisonnables, évidemment, tels que cela, est assez limité. Alors on a aussi la possibilité, bien entendu, d'adhésion dite de soutien au niveau institutionnel. On a quelques adhérents de soutien qui sont plutôt des institutions nationales, qui peuvent payer entre 2 000 et 5 000 euros. Voilà, si on en avait beaucoup, ça serait parfait. Malheureusement, on n'en a pas tant que ça. Et on est en train de réfléchir à l'heure actuelle, et on a lancé quelques ballons d'essai pour proposer des adhésions institutionnelles avec un package de services. Voilà. Alors apparemment, donc on a une première touche, je dirais, avec un organisme qui s'appelle l'Office français de la biodiversité. Et donc, on a fait une proposition pour un coût d'adhésion bien supérieur à celui-ci, mais qui compte un certain nombre de services, un package de services auxquels on pourra pouvoir bénéficier des salariés, soit directement de l'Office français de la biodiversité, soit de structures qui sont du réseau qui sont sous la tutelle de cet Office français, qui sont par exemple les parcs nationaux, les aires protégées, etc., etc. Et donc les salariés de ces structures pouvant bénéficier des services de la SFE grâce à l'adhésion de leur institution de tutelle. Voilà. Alors c'est une hypothèse. L'objectif c'est d'essayer de faire qu'au final, quand on adhère pas simplement à la SFE parce que on adhère à ses principes, à ses valeurs, mais aussi parce que on y trouve un certain nombre de services. C'est ce qui était présenté tout à l'heure par notre collègue. Voilà. Les services aux adhérents, grosso modo, je vais pas tous les décrire, mais parce on les retrouve pas mal dans ce qu'a dit notre collègue tout à l'heure. On a évidemment le site internet. Alors, une des questions qui est liée au site en particulier, mais pas simplement, c'est à quel service on donne accès en libre service et à quel service on donne accès seulement aux adhérents. Ça, c'est une question qui est permanente. Alors donc cette question est évidemment le site internet est une des sources d'informations importantes dont nous disposons, et donc réserver une partie des services aux adhérents est à mon avis un aspect important pour inciter à l'adhésion. Deuxième remarque par rapport à ce tableau, effectivement ce qu'on fait régulièrement, c'est des tarifs préférentiels à nos adhérents pour participer à un certain nombre de manifestations, participer à nos formations. Les adhérents ont la possibilité de participer, je dirais, gratuitement au groupe de travail que l'on met en place. Ils reçoivent régulièrement un bulletin d'information
bon, à peu près tous les 2 mois, un bulletin d'information qui est dédié aux adhérents. Donc, c'est quelque chose qu'on a créé, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, et qui donne relativement satisfaction. Voilà un peu les services très rapidement qu'on propose à nos adhérents. Alors, je dirais simplement de manière un peu synthétique par rapport à ça. Je conclurai un peu là-dessus tout de suite après. On peut rester sur la diapositive d'avant, hein, si tu veux bien, Jean-Marie. Enfin, ce que je pense, c'est que à la SFE, on a 3 types d'adhérents. Hein. On a des adhérents qui sont des militants, alors qui sont des militants quelquefois de la première heure de la SFE, qui sont des gens qui adhèrent, comme je disais tout à l'heure, aux valeurs de la SFE. Est-ce que c'est que l'évaluation des politiques publiques? On a des adhérents qui sont plutôt des adhérents opportunistes, voilà, qui vont glaner, je dirais, un certain nombre d'avantages que peut offrir l'adhésion. Alors c'est notamment les tarifs préférentiels hein, qui sont proposés pour les manifestations et les formations. Et puis on a des adhérents qui sont plutôt dans une stratégie de professionnalisation et donc qui sont sans doute les plus fidèles hein, par rapport aux opportunistes qui sont simplement des gens qui glanent. D'ailleurs, pour illustrer ça, il faut quand même savoir que parmi ces trois catégories d'adhésion, les premiers sont plutôt en baisse. Hein, voilà, donc c'est des gens qui adhèrent pour adhérer, donc ceux-là ils sont plutôt en baisse. Le deuxième, on va les retrouver parmi les 35% d'adhérents qui restent grosso modo adhérents pendant 1 an et pas plus. Et ça, c'est quand même un élément de faiblesse qui fait qu'au final, on est toujours obligé d'aller chercher de nouveaux adhérents, puisque ceux-là ont une fidélité relativement limitée. Et puis les derniers, ceux qui cherchent plutôt la professionnalisation et qui sont inscrits dans la durée, cherchent évidemment de l'offre de services. D'où l'enjeu, j'y reviendrai pas hein, plus dans le détail, mais d'où l'enjeu de ce développement d'une offre de services qui permette à ces collectivités en particulier d'offrir des services à leurs agents ou à leurs salariés, si c'est des entreprises, et aux individuels, notamment consultants indépendants en particulier, de trouver les ressources nécessaires à leur professionnalisation. Je conclurai simplement en disant que bon, ce que je dis là, vous voyez que c'est un enjeu extrêmement important. C'est-à-dire que nous, on suit de près, grâce à des outils sur lesquels la collègue qui suit va vous entretenir un peu. On a un vrai enjeu parce que depuis déjà quelques années, vous le voyez, on a une baisse tendancielle ou une stagnation pour certains adhérents de nos adhésions. Et nous, on considère bien que ne sont comptabilisés parmi les adhérents que ceux qui payent. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui restent, mais ne sont adhérents que ceux qui payent. Donc effectivement, notre notoriété est bien plus large, mais ce qui nous importe, c'est nos adhérents cotisants. Voilà, donc c'est un enjeu important. Et puis la dernière, je crois, on voit aussi que on a une grande volatilité. Hein, donc là, vous avez un graphe où en couleur violette un peu plus foncée, c'est l'arrivée des nouveaux adhérents, voilà, vous voyez, qui a quand même un peu tendance à régresser et qui est très variable d'une année à l'autre. Et puis le nombre de départs. Et voilà. Alors l'enjeu, c'est effectivement que les arrivées compensent les départs. Et ça, c'est quelque chose qui est sur lequel on veille constamment, donc qui nécessite effectivement un suivi et une vraie organisation pour s'assurer d'un maintien, voire d'une légère progression de nos adhérents. Voilà ce que je voulais dire très succinctement. Merci Michel. Peut-être on enchaîne avec Salamatou pour terminer cette série de présentations. Voilà, alors je suis Salamatou Kounché Bourama, la trésorière générale de Sénéval. Dans le cadre de ce webinaire, ma présentation
et donc un partage d'expérience d'une stratégie mise en œuvre depuis une année par Ceneval pour le suivi et la gestion de sa trésorerie et de son membership, donc de sa base de données des membres. Cette présentation vise donc globalement à apporter des éléments de réponse sur la capacité de cette stratégie à améliorer la gestion de l'association et peut-être de manière plus spécifique le suivi des membres. Alors, nous allons faire un petit rappel du contexte qui prévalait lorsque nous avons donc décidé de mettre en œuvre cette stratégie. Ceneval est une association qui existe formellement depuis 2013, mais qui existait aussi comme réseau depuis 2012. Elle possède donc des instances de gouvernance comme un comité de coordination entre et une administration bien établie avec un secrétaire permanent qui reçoit une indemnité mensuelle. Donc, il existe aussi bien entendu un dispositif de communication qui est très important, comme l'a relevé les collègues, avec un site web et un bulletin d'information. Nous avons aussi des partenariats stables avec des institutions étatiques et des centres de formation autres qui sont aussi des viviers dans lesquels donc nous allons aussi un peu chercher nos membres. L'association enregistre environ aussi 500 opérations et souvent plus annuellement, toutes catégories confondues, des opérations comptables. Ceneval dispose aussi d'une base de données assez conséquente de membres adhérents, de plus de 400 membres adhérents et environ 100 membres à jour de leur cotisation chaque année. Alors, pour rappel, à Ceneval, nous considérons un membre adhérent celui qui a payé une fois ses droits d'adhésion, selon son statut, bien sûr, qu'il soit étudiant, professionnel et institutionnel, parce que dans l'association, nous avons ces trois statuts. Et un membre à jour est celui qui s'acquitte de sa cotisation annuelle. Tout à l'heure, Michel a fait un peu état des différents coûts des adhésions. Peut-être que nous pouvons revenir sur cela lors des questions-réponses pour Ceneval. Concernant le renouvellement régulier des cotisations, qui est un défi majeur pour, je pense, beaucoup d'associations, nous avons mené une petite analyse sur la base de données des membres au cours des 3 dernières années qui nous a démontré qu'un tiers de nos cotisations nous proviennent des nouvelles adhésions, des nouveaux membres adhérents. Donc, c'est pour vous dire que le renouvellement est très important. En termes de rappel des enjeux aussi qui ont motivé donc le choix de cette stratégie, c'est pour Ceneval d'avoir une maîtrise de ses ressources financières et du membership afin de disposer donc d'un fonds de fonctionnement permanent pour l'association, aussi de mener des activités de fidélisation aussi à l'endroit de ses membres et bien entendu de pouvoir aussi atteindre des objectifs des projets financés par les partenaires. Un autre enjeu aussi que nous avons déterminé, c'est de pouvoir aussi mettre à disposition la documentation qui existe au sein de l'association et pour cela donc, nous avons besoin de mettre en place un système aussi d'archivage. Alors, quelle est donc cette stratégie gagnante? Ceneval a fait donc le choix d'installer un système d'information et de gestion sous la forme d'un logiciel intégré qui est plus flexible qu'un logiciel standard que nous pourrons trouver sur le marché. Alors, vous voyez ci-dessous une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia qui nous dit que le système d'information se construit à partir de l'analyse des processus métiers de l'organisation et de leur interaction et interrelation, et non simplement autour de solutions informatiques plus ou moins standardisées par le marché. Donc, c'est-à-dire que c'est un système, c'est une solution qui peut être adaptée à toute organisation, quelle qu'elle soit, association ou autre. Donc, Ceneval, comme je le disais tantôt, a fait le choix d'une application sur mesure qui intègre donc les différentes fonctions que l'on peut trouver au sein de l'association. Et ces fonctions, vous les retrouverez donc dans l'application sous le vocable module. Sa conception a nécessité l'appui d'un consultant que nous avons appuyé pour définir les modules.
Nous avons signé avec ce consultant un contrat d'une année pour la maintenance et pour les sessions de formation. L'outil nous avons acquis l'outil à un coût assez abordable, d'abord sur financement propre pour la licence et avec l'accompagnement d'un partenaire donc pour les sessions de formation. Nous avons aussi fait le choix d'installer cette application en local parce que c'est une application qui est d'abord destinée à la gestion interne de l'association. Bien sûr, il est intégré dans cette application un système de sauvegarde où tous les dossiers peuvent être donc retrouvés à tout moment. Le schéma que vous voyez donc nous montre comment est structurée l'application avec les différentes fonctions / modules, comme je vous le disais tantôt. Donc, nous retrouvons la fonction de membership, la base de données de membres, la comptabilité, l'administration, le budget, les événements qui sont donc les activités qu'organise ou auxquelles participe donc Ceneval. Donc, la structure, nous avons donc repris la structure un peu de l'association que nous avons donc adaptée à l'application. Ici, une illustration de l'application. Vous voyez au niveau du module administration, nous retrouvons donc des informations sur la base de données des membres et aussi des informations sur la comptabilité, une comptabilité à la fois générale et analytique. Les avantages et les caractéristiques de cette application, que pouvons-nous retenir? C'est une relation, d'abord une relation intégrée entre les différents modules, comme je le disais tantôt. Au niveau de l'administration, nous retrouvons des informations qui ont trait à la fois aux membres et aussi à tout ce qui est de la trésorerie. C'est aussi une autonomie pour la mise à jour des données, et cela en temps réel, avec une facilité de manipulation. Et en termes de redevabilité, de transparence, de fiabilité, la qualité technique donc, de cet outil et de son contenu nous permet de fournir des informations qui sont fidèles et vérifiables donc, à tout moment pour les membres et pour les partenaires qui en feront la demande. En termes de sécurité, le logiciel est conditionné pour une utilisation en mode local. Donc déjà là, il y a une certaine garantie de sécurité et il existe des procédures claires pour son utilisation avec des codes d'accès bien déterminés. Donc chaque consultation ou bien chaque opération est connue en date et aussi par son auteur. Alors, quels sont les enseignements aussi que nous retenons? D'abord, le premier enseignement, c'est que pour des changements importants qui pourront intervenir dans le logiciel en termes d'ajout d'un module, si cela s'avérait peut-être nécessaire pour Ceneval, nous devrions forcément faire appel au concepteur de ce logiciel parce que nous n'avons pas la compétence en interne. Aussi, bien que nous ayons fait le choix d'installer le logiciel, l'application en local, nous nous rendons compte que pour renseigner le site web, nous sommes quand même confrontés à certaines contraintes parce que nous devons chaque fois faire des extractions de fichiers PDF que nous devons donc renvoyer vers le site. Et ensuite, concernant la continuité pour la prise en main donc de ce logiciel, je vous disais que nous avions eu des sessions de formation. 2 personnes avaient donc reçu la formation, mais pour des raisons professionnelles, elles ne sont plus disponibles donc, à assurer cette tâche. Et donc, se pose pour nous, je pense, beaucoup d'associations, la question du caractère bénévole de certains membres de nos associations. Parce que pour le moment, je suis la seule qui est capable d'utiliser donc cette application. Bien sûr, nous sommes dans la logique de faire de nouvelles formations très bientôt avec des volontaires et aussi d'élaborer un guide qui va nous faciliter donc l'utilisation de ce logiciel. Voilà, je vous remercie.
Bien, merci beaucoup à nos intervenants et intervenantes pour ces informations très intéressantes qui ont suscité pas mal de questions. J'hésitais dans quel ordre les poser. Je pense que je vais prendre peut-être là où il y en a le plus. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, on verra. Alors, Koita, il y a eu pas mal de questions qui vous ont été posées. Alors, par exemple, quelqu'un voulait savoir comment vous faites pour gérer en fait tous les services que vous avez. Est-ce que vous avez un personnel permanent, salarié, qui permet en fait de gérer les différents services que vous avez à disposition des membres? Au Rebus, on n'a pas de personnel salarié. Donc, c'est une équipe de bénévoles et cette équipe-là est élue lors d'une assemblée générale et qui met en place un certain nombre de dispositifs pour répondre à toutes les offres de services que nous pouvons faire. Voilà. Donc, c'est une organisation qu'on met en place à notre niveau pour répondre à cela. D'accord. Et peut-être qu'on pourra avoir une comparaison, je ne sais pas, au niveau de la SFE et de la Sénéval, est-ce que c'est une situation similaire ou vous avez un personnel permanent? Je ne sais pas si Michel veut répondre. Oui, volontiers. Alors, nous avons essentiellement une directrice qui est une personne qui a un profil d'administration générale de l'association, qui s'occupe de l'ensemble de l'activité, y compris de la gestion de l'offre de service, voire même de la communication. Voilà, donc elle est vraiment la femme d'orchestre de l'association. Et puis nous avons à mi-temps une assistante qui s'occupe voilà, du secrétariat courant, de la comptabilité, de tâches strictement administratives. Très bien. Et au niveau de la Sénéval? Alors, au niveau de la Sénéval, nous avons aussi une certaine organisation. Nous avons un secrétaire permanent qui est présent à mi-temps, 3 fois dans la semaine, qui s'occupe de tâches plutôt administratives aussi, mais qui est aussi secondé surtout par le secrétaire général, qui est aussi en permanence au niveau donc, du siège de l'association pour répondre à toutes les sollicitations qui peuvent se poser. Très bien. Alors, une question par rapport aux frais d'adhésion. On nous a demandé, est-ce que des frais d'adhésion très bas ne dévalorisent pas l'offre de l'association? Donc ça, c'était plutôt destiné à Michel par rapport à la SFE. Voilà, une question un peu plus piquante, on va dire. Alors c'est une bonne question. Je suis incapable d'y répondre. C'est un des débats qu'on a eu avec le conseil d'administration et l'assemblée générale à la SFE, c'est de dire au final plus on a des adhésions, des tarifs d'adhésion bas, moins c'est valorisant. Bon, ce qu'on constate, c'est que d'abord nos adhésions institutionnelles sont d'un niveau correct, je pense, voilà, qui sont ni trop basses ni trop hautes, et que bon l'influence, je dirais, en tout cas sur nos finances des adhésions individuelles est faible. Voilà, ça représente à peu près 10% de nos recettes, hein, donc c'est très faible. Donc on a pris ce risque-là, mais bon, comme je le disais, d'avoir fait varier le tarif d'adhésion, ça n'a pratiquement aucun impact en termes d'augmentation potentielle du nombre d'adhésions. Donc oui, je pense qu'on est juste à la limite du tarif acceptable pour ne pas donner l'impression d'être une association de, si je puis permettre, de bullistes du coin. Il y avait une question de compréhension aussi par rapport aux montants qui étaient donc indiqués. Est-ce que c'était les montants de frais d'adhésion ou de cotisation annuelle? Juste, c'était une question de compréhension. Oui, alors donc pour nous les adhérents versent une cotisation annuelle, donc et cette cotisation annuelle est de 40 € pour les individuels et puis le barème que je vous ai présenté tout à l'heure pour les institutionnels.
Laurent, il y a une question qui a été posée pour en savoir un peu plus par rapport au code d'accès adhérent sur le site Internet. Est-ce que ça a permis d'augmenter le nombre de visites avec ce service réservé uniquement aux membres? Oui, merci. J'avais vu cette question. Michel pourra compléter ma réponse. Nous, justement, enfin, c'est-à-dire on n'a pas vraiment d'éléments pour mesurer ça parce que justement, enfin, une de nos réflexions, c'est qu'on a finalement assez peu, nous, de ressources réservées aux adhérents. Et bon, ça tient il y a à plusieurs facteurs, notamment au fait que certains des outils qu'on a mis en place, ça a été évoqué dans une des diapositives là, de Michel, qui est un observatoire qui recense toutes les évaluations qui ont été faites en France. Et on a eu des financements en fait pour mettre en place cet outil, mais la contrepartie, c'était des financements de publics qui, la contrepartie était que ça devait être un accès libre. En fait, on nous demandait de ne pas le réserver en fait à nos adhérents. Et nos financeurs nous ont un peu en quelque sorte obligés à mettre cette ressource bon, dans le cadre voilà, de l'open data, de toute la politique un petit peu de transparence des données qui est à l'œuvre actuellement. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu une question qu'on se pose. Effectivement, nous, la plupart de nos ressources, quand même, sont accessibles à tout le monde. Alors, c'est bien, mais voilà, on a vu avec la présentation de Michel que ben, finalement, nos adhérents, leur nombre baisse un peu. Donc, on se pose quand même la question de est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des choses un peu plus réservées en fait, aux adhérents. Et du coup, formellement, nous, on n'a pas d'éléments, enfin à ma connaissance en tout cas, où on pourrait dire à partir du moment où on a réservé une partie des ressources aux adhérents, ben on a vu augmenter par exemple le nombre de consultations du site ou ce genre de choses. On n'a pas ces éléments-là parce que voilà, mais c'est une question qui se pose en fait pour nous d'aller éventuellement un peu plus vers cela. Donc je ne sais pas si Michel veut compléter ou si quelqu'un d'autre a une expérience aussi comme ça, où on a pu mesurer, mais en tout cas, ça serait intéressant si quelqu'un en a une, de mesurer en fait l'impact de réserver certaines ressources aux adhérents sur la fréquentation du site, par exemple. En tout cas, c'est pour compléter ce que dit Laurent, je pense que la gratuité d'un grand nombre de services est un vrai frein à l'adhésion, de manière très objective. Parce qu'au final, bon, un adhérent, s'il n'a pas un minimum d'avantages, aujourd'hui, on est quand même dans une situation où il faut faire des choix sur les investissements qu'on peut faire. Et adhérer à une association, c'est une forme d'investissement sur l'avenir, en se disant qu'au final, on en retirera pour soi-même quelque chose. On est quand même dans cette logique-là, et que la logique de la gratuité est certainement un frein pour attirer des adhérents et de leur donner envie effectivement de venir chez nous parce qu'ils trouveront des services auxquels le kidam, je dirais, n'aura pas accès. Voilà. Donc ça, c'est un vrai. Alors je pense qu'on évolue progressivement, mais je pense on passe d'un modèle de la SFE où tout était gratuit, grosso modo. Il y a quelques années, lorsqu'on parlait à la SFE d'offres de services, c'était crime de lèse-majesté. C'est-à-dire, on pouvait pas parler d'offres de services. Aujourd'hui, on parle de services. Il n'y a pas un conseil d'administration, on parle pas d'offres de services. Voilà. Et ça a évolué en très peu d'années. Donc voilà. Donc je pense que maintenant, la question de l'offre de service n'est plus tabou, et donc la question du libre accès ou d'un accès payant à ces services, c'est l'étape d'après. Et alors, Salamatou, justement, je me demandais quels sont les. Enfin, tu as aussi évoqué cette différence des membres adhérents non à jour de leur cotisation par rapport à ceux qui sont à jour. Est-ce qu'il y a une différence de service entre ces deux catégories d'adhérents? Ou est-ce que tout le monde a accès au même service? Eh bien, nous faisons quand même un petit distinguo entre les membres à jour de leur cotisation et les membres adhérents. Bien sûr, il y a des services qui sont communs à tous ces membres, tels que par exemple l'accès aux bulletins d'information
bulletin mensuel d'information qui est donc un accès libre à toute personne qui adhère. Et puis, des formations, lorsque ce sont souvent des formations qui ont été financées par des partenaires. Donc, ce sont des formations, des activités donc, qui sont disponibles pour tous les membres adhérents. Mais en termes d'offres de services, maintenant, lorsque nous organisons nous-mêmes des activités de formation, des formations payantes, puisque maintenant le mot est admis, des formations payantes, eh bien, ce sont des formations pour lesquelles souvent nous demandons aux membres de se mettre à jour de leurs cotisations, sinon ils ne pourraient pas y participer. Aussi pour des activités de participation à certaines conférences, de pouvoir avoir des facilités donc d'accéder à certaines aussi formations. Donc nous demandons aux membres de se mettre à jour, effectivement. Alors, je vais revenir vers Koita. Quelqu'un avait demandé, alors, le nombre de membres à jour en 2020 de votre association et est-ce que la Covid-19 a eu une influence sur le nombre de membres, d'adhérents? Pour la réponse à la question du Covid-19, il faut dire que cette maladie a ralenti en fait les activités sur le plan national. Et donc, ça n'a pas joué en fait sur la réduction des membres, mais plutôt sur les services qu'on doit rendre en fait. Donc, ça ralentit en fait la cadence qu'on avait impulsée à travers notre plan d'action pour réaliser nos activités. Concernant le nombre de membres au Rubus, nous avons à la date d'aujourd'hui 260 adhérents au niveau du Rubus. Merci. Il y avait une question toujours à Koita, donc au sujet du niveau d'activité de vos associations. Ah, est-ce que c'était par rapport à tout le monde? Bon, par rapport au plaidoyer en faveur de l'évaluation. Donc, quel est le niveau d'activité par rapport à cela? Est-ce que c'est une activité qui est favorisée, qui est valorisée par vos membres, pardon, dans la mesure où c'est une action qu'un collectif peut prendre alors qu'un individu ne le peut pas. Donc, quel est le niveau d'action de votre association, le Rubus, par rapport au plaidoyer en faveur de l'évaluation? Oui, le Rubus a fait du plaidoyer un fer de lance dans la mesure où lorsqu'on regarde un peu l'environnement ou bien le contexte même du Burkina Faso, le contexte est favorable en fait à la question de l'évaluation à travers les différentes politiques et plans de développement et référentiels de développement. Et donc, dans cette logique-là, le Rubus rentre en contact avec les autorités du gouvernement pour faire des plaidoyers. Et ces plaidoyers-là se mettent en exergue à travers un diagnostic des capacités évaluatives qui a été déjà fait en collaboration avec l'UNICEF. Et les résultats de ces diagnostics-là permettent maintenant d'échanger avec le gouvernement pour voir comment amener le gouvernement à mieux ou bien à faire de l'évaluation une pratique quotidienne. Et cela aussi s'est consacré à travers le Parlement, puisqu'on a pu, à travers le Parlement, échanger avec les parlementaires sur la question de l'évaluation, former même ces parlementaires. Et à la date d'aujourd'hui, au niveau du Parlement, il y a une cellule qui est chargée en fait de l'évaluation. Et pour dire que c'est le plaidoyer que le Rubus a fait, qui contribue aujourd'hui à atteindre ces différents résultats que je viens de vous présenter. Et donc, le plaidoyer ne peut pas se faire par une personne, mais par un ensemble. Et l'ensemble, là, est porté par le réseau burkinabé de suivi et évaluation. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de compléter cette question par rapport au plaidoyer?
Alors, pour ce qui concerne la SFE, effectivement, le plaidoyer, c'est une mission, puisque notre vocation, c'est bien de promouvoir l'évaluation des politiques publiques. Alors là, on n'a pas parce qu'on avait tenté à la SFE d'essayer de comptabiliser le temps passé par les administrateurs en particulier, et pas simplement, ça pouvait être un peu au-delà, mais au moins par les administrateurs, dans différentes activités liées à la SFE. Pour essayer de voir comment, d'abord, de valoriser le travail bénévole fait par les administrateurs et de pouvoir identifier quelles étaient les activités les plus consommatrices de temps. Voilà. Et donc, alors voilà, il y a des, alors là pour le coup, c'est des choses sur lesquelles il y a des résistances, hein, voire même des réticences fortes de la part de certains, considérant que le travail bénévole n'a pas à être comptabilisé. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens comme président, c'est que je passe plus de la moitié, ou une bonne moitié de mon temps en tant que président, et je pense que pour les administrateurs, c'est à peu près pareil, dans ces fonctions de plaidoyer, qui n'ont en face aucune ressource. C'est-à-dire que quand on fait nos adhérents cotisants, comme je le disais, sauf les adhérents peut-être individuels militants, hein, ceux que j'ai qualifiés de militants tout à l'heure, effectivement, ils sont attachés aux valeurs, ils sont attachés voilà, donc certainement à cette fonction de plaidoyer. Les institutions qui adhèrent à la SFE, j'ai pas une enquête sérieuse pour le démontrer, mais je pense, sans trop m'avancer, que c'est pas ce qu'elle recherche essentiellement. Ce qu'elle recherche essentiellement, c'est effectivement le service qui est apporté, les différents types de services qui sont apportés par la SFE. Et ça, ces services, ils rapportent notamment par les activités payantes qu'on propose. Alors toute l'activité de plaidoyer, c'est une activité qui est quasiment gratuite, hein, qui est financée forcément pour une part par nos cotisants, mais de moins en moins, alors qu'elle est extrêmement consommatrice de temps. Quand on passe notre temps, alors depuis que je suis président, entre l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, le Sénat, le Conseil d'État, etc., les différentes relations institutionnelles de niveau national, c'est énorme. Et au final, c'est des activités qui sont prises pour certaines sur le temps de travail de certains administrateurs lorsqu'ils sont encore en activité. Voilà, donc c'est extrêmement important, mais en termes de ressources et d'avantages adhésion, je pense que c'est vraiment très très déséquilibré. Alors, je vais appuyer Michel dans ce qu'il dit tout de suite, parce que Sénéval également, dans son mandat de promotion de l'évaluation et donc de plaidoyer, mène beaucoup d'activités dans ce sens-là. Ce sont des activités qui sont très, très, très dévoratrices en termes de temps et des activités qui sont portées principalement par le comité de coordination, par le comité scientifique et aussi par les présidents d'honneur que nous avons la chance d'avoir à Sénéval et qui s'investissent énormément au niveau des différentes institutions, des partenaires, aussi donc pour faire cette promotion de l'évaluation, mais aussi en termes de plaidoyer même au niveau de nos membres, pour pouvoir assurer une certaine continuité, une certaine fidélisation aussi de ces membres-là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Alors, il y a une question qui était posée à la SFE. Quelles sont les procédures qui sont menées auprès des nouveaux adhérents, à part la confirmation de la cotisation, et auprès de ceux et celles qui quittent l'association, pour essayer d'identifier les raisons de leur adhésion ou non, de leur départ? Alors, on a fait une enquête lors du travail sur l'élaboration de notre projet associatif 2018 auprès de nos adhérents pour identifier justement quelles étaient
les avantages ou les limites qu'ils trouvaient à l'action de la SFE, quelles étaient les motivations de participer à l'activité, aux activités de la SFE, quelles étaient les motivations d'y avait à adhérer, voilà. Donc ça, alors on peut pas le faire régulièrement, mais bon, alors, donc là ça nous avait donné des éléments intéressants, même si pour un certain nombre ils sont assez contradictoires. Voilà, donc ça, on le fait pratiquement à chaque renouvellement du projet associatif. Le projet associatif, grosso modo, il court sur 4 ans. Voilà. En dehors de ça, alors tous les ans, lorsqu'on fait l'appel à cotisation, effectivement, il y a aussi un suivi de cet appel à cotisation qui est fait pour identifier, justement les adhérents qui ne cotisent plus. Et qui au final n'adhéreront plus, puisque je disais tout à l'heure, on considère qu'il n'y a plus d'adhésion à partir du moment où il n'y a plus de cotisation. Voilà, donc c'est un suivi plus léger, hein, mais qui permet en tout cas de faire des relances régulières. Donc là, bon, cette semaine, il y a une série de relances aussi de cotisation, et puis en même temps, où on essaie de questionner à savoir pourquoi, au final, on ne souhaite plus adhérer. Voilà. Alors la plupart du temps, en fait, c'est bien souvent lié aux personnes. C'est-à-dire que, alors, notamment dans les institutions, hein, qui sont, comme je le disais, l'enjeu le plus important pour nous, puisque ça représente 90% de nos ressources de cotisation. Dans les institutions, le problème, c'est que il suffit qu'il y ait une personne qui s'en aille, qui est dans notre base de données et qui n'a pas passé le relais à quelqu'un d'autre, ou alors les services ont été réorganisés, la direction d'évaluation n'existe plus, elle a été fusionnée avec une autre direction, donc derrière il y a plus de suivi et donc effectivement il n'y a plus d'adhésion. Donc il y a quand même une bonne partie. Et donc, d'où l'importance de faire que tous les ans, on essaye de réactualiser cette base de données. Il y a une bonne partie de nos adhérents qui ne cotisent plus, tout simplement parce que la personne qui était en charge de ce dossier-là dans la collectivité ou dans l'institution n'est plus là. D'accord. Il y a sûrement une solution qui doit pouvoir être trouvée à ce problème. Excusez-moi, la solution elle est relativement simple, hein, c'est une fois qu'on a identifié qu'il y a un plus, c'est de retrouver la trace de la personne qui a soit pris le relais sans nous le signaler, sans être destinataire de nos envois, soit effectivement on identifie que l'évaluation est sortie du champ de l'institution, et donc là on met à jour effectivement, et ça arrive notamment dans les périodes électorales, hein, les dernières périodes électorales, notamment au niveau régional en France, on a perdu quand même beaucoup de régions qui étaient largement investies dans l'évaluation de politique publique et qui après les élections de 2015 ont arrêté voilà. Donc à ce moment-là, on sait qu'au final on n'a plus d'interlocuteur parce que ce n'est plus une priorité institutionnelle. D'accord. Il y avait une question encore pour Salamatou. Est-ce que la mise en place de l'outil de suivi et de gestion a contribué à augmenter le nombre de cotisations annuelles en fait? Est-ce que c'est finalement comme point de vue final sur ce logiciel? Est-ce que ça a permis d'augmenter le nombre de cotisations? Oui, je peux dire dans une certaine mesure, oui, parce que les renseignements que nous tirons de cet outil nous permettent de savoir exactement quels sont les membres à jour et ceux qui ne le sont pas, et donc de pouvoir adresser des relances à ces membres adhérents qui ne sont pas à jour. Et nous nous appuyons pour cela sur notre bulletin d'information, qui est donc vraiment l'outil de communication privilégié envers nos membres. Et aussi, nous menons aussi avec les renseignements que nous retirons aussi de cette base de données, nous faisons des appels ciblés par mail aux personnes qui ne sont pas à jour de leur cotisation, donc aux membres adhérents. Voilà.
Très bien. Alors, je crois qu'on a jusqu'à 4h30 normalement. Il faudrait gentiment qu'on termine. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous avait encore un message brûlant à faire passer. Et Jean-Marie, tu veux te manifester? Non, je crois qu'il y a une question, en fait, je ne crois pas qu'on ait répondu à cette question de Jean Ouedraogo par rapport à la question de la concurrence entre associations nationales qui proposent des formations à ses membres et les membres eux-mêmes, en fait. Oui, j'ai pas pu poser toutes les questions. Il y en avait trop, malheureusement. Elle est adressée à qui, cette question? C'était à tout le monde, de manière générale, en fait, à tous les panélistes. Je peux intervenir parce que c'est une question qui est encore d'actualité à la SFE. Hein. La mise en place d'un programme de formation a mis longtemps à se mettre en place, notamment par les réticences qu'il pouvait y avoir de la part de certains adhérents qui réalisaient eux-mêmes des formations et qui voyaient effectivement l'arrivée d'un programme de formation à la SFE comme un élément de concurrence avec leur activité. Alors bon, il y a des règles de bonne conduite qui ont été établies pour faire qu'au final, bon, on se retrouve pas en situation de concurrence et d'essayer d'identifier d'abord l'offre de services de nos adhérents pour pas être sur leur terrain, d'avoir une politique tarifaire qui soit adaptée et non concurrentielle, notamment en termes de montant, hein, de coût, pardon, de la prestation, et puis un appel à projet qui est réalisé tous les 3 ans, donc tous les 2 ans, pardon, qui demande aux adhérents de se porter candidat pour réaliser des formations. Voilà. Donc, nos formations sont réalisées par nos adhérents. Donc, aussi une manière d'éviter l'écueil que je citais. Très bien, merci. Je pense qu'on va devoir en rester là. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir tous les traiter. On va voir si on a le moyen peut-être de quand même répondre aux questions non traitées aujourd'hui. En tout cas, merci à vous tous et toutes. C'était vraiment un échange de qualité. Ce qu'on peut vous annoncer pour la suite, c'est qu'on a prévu encore de faire en tout cas 2 webinaires dans la suite de l'année. En tout cas, un, et le prochain devrait arriver donc dans la deuxième partie de 2020 sur le thème de mettre à disposition des adhérents des ressources en évaluation. Et puis un autre thème aussi qui a été évoqué, ce serait se doter d'un projet associatif. Quel intérêt, comment s'y prendre? Voilà, donc des ressources vraiment utiles pour vous, on l'espère. Encore merci à tout le monde et à très bientôt.